Dominique Sigaud, dans nos langues. Avoir un père et ce père une langue. Dans ce qu'est ma langue, ce qu'est la sienne. C'est une langue de corps masculin, de sexe et de désir masculin aussi. Ces langues de père s'introduisent, qu'on le veuille ou non, dans celles en train de se former de leurs filles. On en parle très peu, curieusement. La langue du père a pourtant sur celle de sa fille un pouvoir démesuré. Certains le mesurent, certains s'y refusent. J'ai cru à 15 ans qu'il était facile de s'affranchir de ce père, que le corps suffisait, un soir, un homme plus âgé, quelques coussins au sol, passé à cet acte-là, si absolument différent de ce qui précède, à peu près muet néanmoins, juste les quelques phrases nécessaires pour se retrouver couché sous un homme. Est-ce ce désert sans arbre, ni ombre, ni eau que je suis venu chercher ? Il suffit d'avoir un corps, immédiateté, sans langue, et avec ça soudain près de soi, d'autres bras, d'autres mains, un autre visage, un autre sexe. Je vais aimer beaucoup voir apparaître ces nouveaux visages qui me sont si étrangers, me coucher pour les voir approcher de moi, les opposer à ce père qui m'a photographié cet été de mes 15 ans, seins nus sur la plage, son plaisir à le faire, le mien aussi, je crois, apposé, provoquant. Le corps des hommes étrangers fait barrière à ce père à défaut d'une langue capable. Souvenir net sur le canapé de ses cuisses trop collées aux miennes cet été-là, et ma langue incapable de dire « Pousse-toi !» Juste ça. Très vite vient un second inconnu, croisé dans un train, ramené dans ma chambre de jeune fille. Parent dupe, il suffit d'avoir un corps. C'est incroyablement hors langue, ça le sera longtemps, uniquement des hommes à peu près sans langue, qui n'ont rien à dire. Je crois longtemps que les hommes n'ont rien à dire. Je suis sans langue comme eux. C'est comme ça aussi que nous nous rencontrons, nous flairons, nous reconnaissons peut-être, corps déserté par la langue. De là, lever des hommes, être levé par eux, violence comprise, parfois la leur. La fiction du soulèvement et de l'écart s'effondre rapidement. Début de plus en plus mauvais, effacement progressif du plaisir entreaperçu, corps auberge espagnole, effroi grandissant, entrée par là dans le grand désert de la langue, retour à l'écart premier, des gestes uniquement, du mécanique presque, les hommes inhabités comme des déserts sont innombrables. J'ai 15 ans. 15 ans plus tard environ, surgira en analyse un cauchemar revenant à cette question du père, de la langue, du sexe. J'ai 2 ans. Les adultes m'accusent de crime sexuel, expression précise. J'essaie en vain de me défendre, n'arrive pas à leur faire entendre que c'est mon père le responsable, pas moi. Mon père est un acteur, son nom est imprimé sur des affiches de théâtre. La langue des rêves et de l'inconscient, tentative d'énonciation. Une question émerge, non plus seulement la langue du père, mais son corps, ce qu'il en a fait. 10 ans plus tard, il y a ces quelques pas dehors, seul avec lui un dimanche, long monologue sur lui-même et soudain, comme à la suite, mon attirance charnelle à ton égard, enfant. La légère incurvation de la petite route de campagne, les champs autour, la forêt, mon affolement immédiat à l'idée d'en entendre davantage. Le père l'a dit dans une grande légèreté, comme une connivence qu'il me proposait de partager. Est-ce que cette phrase veut dire ce que je crois ? Si oui, pourquoi le dit-il et sur ce ton ? Ce pourrait apparaître comme un dévoilement, j'éprouve pourtant que c'est l'inverse. Des mots en tout cas dont je ne sais pas quoi faire. Est-ce encore une perversion, dire en affectant que rien ne l'a été ? Au moment de savoir peut-être ce que depuis des années j'interroge, un recul en tout cas m'en empêche. Sans même m'en rendre compte, je lui coupe la parole, l'empêche de dire la suite, m'empêche de la connaître. J'empêche que sur ce ton de fausse confidence entre gens de bien, mon propre père aille plus loin dans la description de son attirance charnelle pour moi, enfant. Quant à cette expression, d'où vient-elle ? Emploie-t-on à propos d'un enfant ? Le soir, heureusement, je note
avec la date. J'oublie ensuite que je l'ai fait. Des mois passent. Je me prépare, travaille avec un thérapeute tant ma peur est grande. Un jour, finalement, j'y retourne. À la fin du repas, je demande à parler seul à mon père. Je ne l'ai encore jamais fait. Il dit oui. C'est une première et une dernière fois. Un début contenant sa fin. Quelque chose d'à la fois central et fermé, sans issue. Une question de père, d'enfant, de langue paternelle. Je redis la phrase, l'attirance charnelle pour toi, enfant. Je demande jusqu'où est allée cette attirance. J'ajoute concrètement. C'est une porte, je la franchis, la langue en son entier. Mon père est tourné dans son fauteuil vers la fenêtre. Pas une fois son regard ne se pose ni ne se dirige vers moi. Il dit qu'il n'a jamais prononcé cette phrase, un mensonge de ma part, une affabulation. Le mot employé autrefois à mon sujet revient 50 ans plus tard, au même endroit. Je ne reviens pas. C'était ça le piège. L'enfant désigné ainsi à 6 ans ne sera jamais devenu autre chose. J'ai fait 10 ans d'analyse, ajoute-t-il, sous-entendu d'un déséquilibre psychique. Sa voix est une chose étrangement atone et sans ponctuation, de la production mécanique. On dirait qu'il n'y a personne dans cette voix. Je comprends alors que rien ne sera dit, que j'ai manqué de lucidité en l'imaginant capable de me répondre. Mon père attaque, rien ne lui permet de s'en extraire. Je m'entends dire que je voulais juste lui poser la question, qu'il n'en entendra plus parler. Je le dis à plusieurs reprises, j'ai peur, je base en retraite, lui donne ce qu'il veut entendre, je commence même à douter qu'il ait dit cette phrase. Sa conviction est si grande, je me suis peut-être trompé, j'ai peut-être imaginé. Je ne me souviens pas l'avoir consigné dans mon carnet. C'est de moi dont je doute. Ma langue, je peux lui retirer toute considération, me désolidarisant, renonçant à moi en quelque sorte. C'est fini, je m'apprête à partir. Vient alors une phrase encore, la dernière. Mon père ne me regarde toujours pas, dit « Je n'ai ni remords ni regrets à ton égard ». J'allais partir, la phrase l'interrompt. J'en mesure la portée, l'erreur de mon père. Je sais ce qu'est la dénégation, aveu camouflé dans la tournure négative. Le « je ne vous abandonne pas » du général français Morillon devant 8000 Bosniaques de Srebrenica, massacrés quelques heures plus tard, abandonnés. Je ne suis pas là pour vous juger. Je ne viens pas pour vous faire du mal, etc. Mais surtout, je connais cette phrase. Je l'ai déjà entendue. Maurice Papon a prononcé la même devant ceux lui demandant de reconnaître sa responsabilité dans la déportation des Juifs d'Aquitaine. Mon père la connaît-il? Sans doute. Mon père est informé. Il lit les journaux. Un abonné du Nouvel Observateur, un franc-maçon par ailleurs, un médaillé militaro-industriel. Je suis sa fille. Assis au bord de son fauteuil, évitant mon regard, ni remords ni regrets à mon égard, évitant mon regard néanmoins. Cette dernière phrase efface les méfaits de la précédente. Mon attirance charnelle à ton égard, enfant, m'en délivrera. Quand je repars, il dit « J'imagine que je me retrouverai dans un de tes livres en père incestueux. » La langue de l'homme pervers est un sommet dans l'art de la langue. Sa capacité d'adresse, d'atteinte et simultanément de repli. Mettre celui qui la parle hors de doute. Je ne verrai plus mon père, la seule disposition possible. À 20 ans déjà, j'aurais dû, mais c'est trop difficile. 20 ans est trop tôt. Quelque chose en moi à cet âge est perdu, comme une matière qui se serait défaite, décomposée. C'est si difficile parfois sans langue, ni cette matière avant soi. Comment ne pas revenir? Il faut se perdre. Je ne sais pas. Tu apprendras. Un désert s'est formé dans ce que je suis à 20 ans, beaucoup de peur. Et l'idée de la mort s'immisçant peu à peu, s'infiltrant comme si la mort, ses tentatives, pouvaient occuper la place de ce qui manque. Le seul antidote, c'est-à-dire empêchant la mort, est l'objet même de ce récit où il est né. Le seul antidote longtemps à cette mort est de la langue, uniquement ça, que par chance à 20 ans, je trouve entre les pages de certains livres et qui me maintiennent en vie. Des mots, de la langue, rien d'autre, jusqu'à ce que je puisse vivre cette langue particulière qu'on ne trouve que dans les livres et que j'aime tant, la fameuse très grande qui recoue, consolatrice,
magnificente. C'est dire ce que je lui dois. Un livre, ça se prend à deux mains, ça s'ouvre. Il y a écrit au tout début, en haut de la première page, l'homme aurait été assis dans l'ombre du couloir, face à la porte ouverte sur le dehors. On lit ces mots. Alors aussitôt le rythme dedans s'apaise, la peur, le manque. C'est comme un brouillard se levant. Le monde cesse de disparaître. Quelqu'un a écrit ces lignes. Une femme, cette femme existe, elle est dehors quelque part, a écrit ces mots. On les lit et la dévoration cesse. Le monde en bouche dentée, le désir de mourir surtout, immédiatement suspendu, levé, interrompu. La langue fait ça, seulement la langue, à chaque fois que son nez. La langue, quand son nez, annule le désir de mourir, pas le bavardage écrit. Cette langue, ces mots, cette saisie sur la page, cette face, ce qui fait face, le petit jeu faible, vacillant, y trouve de quoi tenir un peu, se penser à nouveau viable. Comme autrefois, enfant, les lettres, forme haute dans le paysage. L'homme dont parle cette femme n'existe pas, n'est nulle part en vrai, habillé de pantalons et chaussettes. Ce n'est qu'une figure composée de mots. Il est comme un homme contenant les autres, presque les femmes aussi. Alors, enfin, quelqu'un me parle de ce que sont les hommes, de ce qu'ils font, me les montre tels quels, me dit que celui-là aurait été assis, on ne sait pas, on n'est pas tout à fait sûr, mais dans la vie aussi, on est rarement tout à fait sûr. Quelqu'un me parle, non pour me dire ces choses que je suis épuisé d'entendre tellement elles semblent toujours avoir été déjà dites. Cette femme me sauve le temps que je la lis, parce qu'elle s'est assise à sa table, à chercher ces mots, ces phrases, ces images qu'elle voulait, elle et elle seule, dont elle décidait, pour raconter quelque chose qui, bien que n'existant pas, n'en est pas moins un récit de ce que nous traversons, humain. Ce récit est pour moi comme d'une fonction biblique, redisant l'essentiel, me le racontant. Je ne crois plus en Dieu à 20 ans, mais il me reste cette foi, sa trace au moins dans l'existant, ce qui est, comme ça est. Cette femme m'en fait un récit. Cette femme a pris le temps de s'asseoir et me le raconter. Il était une fois un homme, regarde-le, là, comme il est. J'avais besoin de ce récit, qu'une femme existant quelque part et non pas morte il y a 100 ans, me parle de ces hommes que je vois à 20 ans, dont je ne sais à peu près rien, qui souvent m'effraient. J'ai besoin qu'elle mette des mots sur cette chose humaine dont la fréquentation à 20 ans m'effraie, dont les règles me semblent terriblement obscures, dangereuses, menaçantes souvent. Ces récits me sauvent, témoignent de l'existant. C'est donc que je n'ai pas tout inventé. Le monde ne se résume pas aux formes évidées du bavardage. Il existe bien une épaisseur, un axe, quelque chose qui, traversant la réalité, en témoigne, quelque chose dont je connais le goût, que je ne retrouve pas dans ma propre existence, ne s'est pas produite, ne retrouve intégralement qu'entre des pages de livres, mais néanmoins, je ne le sais pas encore à 20 ans, mais ce qu'a cette langue de singulier me sauve, son agencement particulier me donne enfin de quoi aborder un peu de réel à mon tour, mais pas seul. Cette femme est la figure inverse de ma mère, d'Alice Saunier-Sété, de Simone de Beauvoir, de Françoise Sagan. Cette femme n'est pas un homme, elle a sa propre énonciation, ne l'appuie pas à la langue déjà écrite. Elle est la première figure féminine, dotée de son propre enjeu de liberté dans la langue qu'il m'est donné de découvrir. J'entreaperçois, sans rien en savoir encore, ce qu'énonciation et liberté ont d'essentiel en commun. Quel est l'enjeu même de la langue, de ce qui se dit, de ce qui s'écrit? Il existe une possibilité réelle d'énonciation. La langue possède cette possibilité, en dispose. Lire Marguerite Duras me le signale. Et semble-t-il, elle aime ça, ce jeu, ce frottement, cette confrontation. Un plaisir étonnamment profond, l'inverse du bavardage. Former la langue est un accès à ce plaisir, lui trouver sa place, et non l'enchasser sans cesse.